Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de votre émission dominicale Week Echo. Demain, lundi 20 septembre, l'école béninoise rouvre officiellement ses portes. Écoliers, élèves, étudiants, enseignants et même parents d'élèves reprennent le chemin des classes. Alors que tous les acteurs du système éducatif se préparent pour une rentrée effective, nous ici, dans le décryptage, on s'interroge sur cette nouvelle année scolaire qui démarre avec son lot d'incertitudes et de craintes liées au respect des gestes sanitaires, au respect des gestes barrières, à la vaccination contre le Covid-19 et bien évidemment à la satisfaction des revendications salariales. Ensuite, il sera question de propriété intellectuelle et industrielle, surtout du rôle du Bénin au sein de la Commission supérieure de recours de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI, une commission dont le Bénin tient la présidence à travers la personne de Camille Aristide Fadé. Il sera notre invité dans le dossier de la semaine. Et si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bel et bien sur Week Echo. Tout de suite, le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Echo. Les pays se sont engagés par l'intermédiaire du protocole de Montréal à débarrasser le monde des substances qui menacent la couche d'ozone. Quelle est l'importance de la couche d'ozone et pourquoi la protéger? Élément de réponse dans ce reportage de Amandine Alimboussou. La couche d'ozone protège la Terre des rayons ultraviolets du soleil. Sans elle, il n'y aurait ni plantes, ni animaux, ni êtres humains. C'est cette enveloppe qui nous protège. Et lorsque nous détruisons la couche d'ozone, c'est que les rayons ultraviolets sont beaucoup plus abondants au niveau de l'atmosphère. Et ces rayons agissent sur certaines molécules qui sont déjà des gaz à effet de serre. Et par conséquent, ça réchauffe la planète. Mais ce bouclier naturel est souvent attaqué. Sa dégradation est principalement provoquée par certains gaz. Il y a des réfrigérants qui ont des impacts sur la couche d'ozone, il y a d'autres qui n'en ont pas. Et quand nous prenons par exemple la famille des chlorofluorocarbones, ces réfrigérants contiennent l'atome du chlore. Et l'atome du chlore a un impact sur la couche d'ozone. Et l'atome de chlore, ça casse la molécule de O3 et par conséquent, il y a un trou qui se forme. Grâce aux efforts concertés déployés à l'échelle mondiale, la couche d'ozone est en voie de guérison. Le trou constaté dans la couche d'ozone dans les années 70 se referme progressivement. Et à ce jour, nous avons vu que les actions ont donné leurs fruits, mais la veille permanente doit être gardée pour qu'on ne retourne pas dans la situation initiale. Le Bénin joue également sa partition. Plusieurs actions sont menées dans ce sens. Le Bénin, ayant ratifié ces accords, respecte cet engagement pris, respecte ces différents calendriers d'élimination de ces substances qui approvissent la couche d'ozone. C'est de faire des formations pour les artisans, les ingénieurs frigoristes qui manipulent ces fluides frigorigènes. C'est de faire de renforcement de capacité aux douaniers qui gardent nos frontières parce que ces fluides frigorigènes sont importés. Les gaz qui sont en cours d'élimination, nous leur donnons un quota d'importation. Le quota d'importation est lié au calendrier que nous avons établi. Et toutes ces actions permettent au Bénin de respecter l'engagement pris, permettent au Bénin de contribuer à la protection de la couche d'ozone. Les gaz qui sont prohibés, point. Ils doivent déjà signaler le gaz qu'ils vont importer et c'est noté. Et souvent, quand ça arrive, le ministère de l'Environnement peut faire éruption dans votre boutique et contrôler le gaz que vous avez. Donc je crois qu'il ne peut pas feinter. S'il le feinte et on découvre, on peut leur retirer l'agrément. La couche d'ozone donne des signes d'amélioration, mais il reste beaucoup à faire pour garantir la poursuite de sa reconstitution.
De nombreux changements positifs ont été apportés ces dernières années par des hommes et femmes d'éthique qui déchiffrent les codes permettant de donner des ordres aux ordinateurs. Ce sont les programmeurs et développeurs. Et pour vous qui ne le savez pas, qu'est-ce qu'un programmeur ou même un développeur? Rodrigue Babagbeto nous édifie à travers ce reportage. Des lignes de code, c'est ainsi que l'on appelle cette compilation de mesures issues des propriétés techniques ou fonctionnelles d'un logiciel. Elles servent à mesurer la taille d'un programme informatique en dénombrant le nombre de lignes de son code source. Elles permettent aux sites web et applications de fonctionner et constituent le terrain de jeu des développeurs et des programmeurs. Cela suffit-il pour faire des termes développeurs et programmeurs des synonymes? Expert des langages informatiques, le développeur traduit la demande d'un client en ligne de code informatique. Pour être développeur, il faut commencer déjà par être un programmeur. Le développeur doit avoir une expérience pratique du fonctionnement de chaque ligne de code. À partir de là, il peut effectuer toutes les autres tâches de développement logiciel sans rencontrer de difficultés. Au nombre des tâches auxquelles participent les développeurs de logiciels se retrouvent la conception de logiciels, la recherche, la spécification du système et de la documentation, le test du système, l'entretien et la mise en place du système. Là où le développeur sera plus dans l'analyse et la conception d'une solution logicielle, le programmeur, lui, est orienté vers la réalisation et la mise en œuvre. En d'autres termes, le programmeur utilise principalement les technologies de programmation, à savoir des langages de programmation et des logiciels d'édition spécialisés pour écrire des codes propres qui peuvent être déployés pour s'exécuter sur des machines. Les programmeurs convertissent les conceptions et les idées en un ensemble d'instructions pouvant être exécutées par un ordinateur. Il existe deux principaux types de programmeurs que sont les programmeurs système qui écrivent des programmes pour faire fonctionner des systèmes informatiques. Ils peuvent coder un système d'exploitation ou une base de données. Les programmeurs d'application, quant à eux, écrivent des programmes pour effectuer des tâches spécifiques. Il est important de comprendre qu'aucun de ces deux titres d'emploi n'est supérieur à un autre. Un programmeur n'est pas plus lucratif qu'un développeur. Aucun développeur n'est plus souhaitable qu'un programmeur. Ce sont juste des dimensions différentes qui tombent dans le même domaine. L'université d'Abomey-Calavi forme des universitaires depuis plus de 50 ans. 5 décennies donc de formation et de recherche. Quels sont aujourd'hui les impacts des recherches scientifiques universitaires sur le développement au Bénin? Réponse dans ce reportage de Patrick Adiagbodjou. L'université d'Abomey-Calavi a 50 ans. Tant d'années se sont écoulées depuis 1970. Des dizaines de milliers d'étudiants formés ainsi que des enseignants chevronnés sont sortis de cette prestigieuse université. Un demi-siècle de formation, de recherche, mais aussi d'innovation au service du développement du Bénin. Vous avez beaucoup de départements qui ont été créés, de nouvelles facultés qui ont été créées, de nouvelles écoles professionnelles qui ont été créées. Et au même moment, il y a eu beaucoup de laboratoires qui ont accompagné ces écoles-là. Et au sein de ces laboratoires, beaucoup de choses se font en matière de recherche à l'université. Des recherches scientifiques aux innovations technologiques, en passant par la création des laboratoires, l'université d'Abomey-Calavi a connu beaucoup d'avancées au fil des années. 50 années après, que sont devenus les fruits de ces recherches universitaires? Les résultats, c'est beaucoup de soutenance, de master, de licence et même de thèse. Parce que c'est des thèmes que vous donnez aux étudiants, vous les accompagnez et après, c'est le résultat qu'un jour, il vient exposer à la face publique et qui fait, n'est-ce pas, le fruit de ces recherches. 50 ans sont passés, mais je peux vous dire beaucoup de choses ont été faites. Par exemple, sur le plan agronomique. On a travaillé sur le baume de la noix de cajou, qui est un produit vraiment très très utile et essentiel et que nous exportons régulièrement chaque année pratiquement vers les pays asiatiques. Ça, c'est certains jeunes qui ont travaillé avec moi et sur le compost. Et quand ils ont fini leur travail, ils ont dit, professeur, nous allons nous auto-employer. Ils ont créé leur entreprise aujourd'hui, ils vivent de ça. Ce compost, c'est un produit très riche et on a travaillé là-dessus pendant près de 3 ans et on a pu obtenir un bon produit de qualité. Quand vous arrivez dans le secteur santé, des gens ont eu des brevets dans le secteur qui sont appliqués, qui sont connus. Ils se sont associés avec des grandes firmes et ont produit des médicaments que nous utilisons aujourd'hui. Outre le domaine de la santé, de l'agroalimentaire, des sciences humaines,
de la chimie et du génie civil, la recherche s'est enrichie d'énormes progrès, mais manque de visibilité. Le passage de l'étape de la recherche terminée au produit utilisé a besoin de beaucoup de moyens et a besoin d'être organisé, comme on organise les filières. Normalement, il devait y avoir un véritable partenariat entre le secteur privé et l'université. Puisque nous ne sommes là que pour développer des idées, développer des innovations. Prendre de nouvelles réformes incitatives qui encouragent et valorisent les recherches universitaires est donc une nécessité. Mieux, en faisant l'option de doter nos universités publiques d'un cadre institutionnel pour assister et financer les projets de recherche pourrait bien être un gage de développement soutenu et durable. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas, Wikeko se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Merci à vous Nadège Omoladesani et sans plus tarder, on installe la revue de presse économique. C'est une présentation de Amandine Agnambossou. Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse économique. Densification du réseau numérique haut débit, 22 milliards de francs CFA pour le Bénin, titre La Nation. Selon le quotidien, une nouvelle histoire de l'économie numérique du Bénin s'écrit en lettres d'or avec la signature de l'accord de prêt concessionnel entre le Bénin et la Chine. Le fonds servira à financer la phase 2 du projet de densification du réseau haut débit. La même information est relayée par Le Matinal qui précise que l'objectif est de faciliter l'accès des abonnés et le développement des applications grâce à l'amélioration et à l'extension de la fiabilité du réseau dorsal et métropolitain dans les grandes villes. Les journaux se sont également intéressés au déguerpissement le long de la route des pêches. Avec La Nation, on peut lire en manchette « Libération du domaine public à Cotonou, Filleyon 1 s'efface pour la modernité ». Le domaine public juste dans l'aéroport de Cotonou est désormais libre d'occupation. L'opération s'inscrit dans le cadre des aménagements urbains et paysagers de la zone balnéaire de la route des pêches et ne devrait pas surprendre. Le Matinal a suivi le mouvement des engins lourds et écrit que l'opération a visé les citoyens de la zone qui n'ont pas cru devoir déférer à l'ultimatum à eux adressé dans le communiqué conjoint du ministre du Cadre de vie puis celui de la décentralisation en date du 12 juillet 2021. Le journal annonce que l'arrondissement de Kpaou va accueillir les délogés de Filleyon 1. Fraternité nous apprend que le gouvernement compte décaisser plus de 3 milliards de francs CFA pour le relogement des occupants de Klakodi et Filleyon 1. La décision a été prise en Conseil des ministres. Pour le journal, s'il est vrai que force doit rester à la loi, le social doit toujours guider les actions du gouvernement. Et pour finir, rentrée scolaire 2021-2022 apaisée, gouvernement et centrale syndicale préoccupées. Tout sur la table, affiche en manchette l'événement précis. C'est une première session ordinaire qui a pour objectif de satisfaire les revendications pertinentes des travailleurs en lien avec les ressources de l'État, note le journal qui fait savoir aussi que présent à cette session, le ministre de la Santé Benjamin Rompati a également rassuré les partenaires sociaux de la bonne foi et de la pertinence des dernières mesures prises par le gouvernement pour faire face à la pandémie du coronavirus dans le pays. À La Nation de tirer en gros que tout s'est passé à l'ombre du pass vaccinal. Fraternité a suivi cette première rencontre et renseigne que les syndicalistes ont émis des réserves face aux assurances du gouvernement. Fin de cette revue de presse, Wikeko se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Et voilà qui installe si bien notre plateau de décryptage. On parle justement de la rentrée de ces négociations entre syndicats et gouvernement. Tout de suite, le décryptage.
Des habitués de ce plateau, ils sont déjà en place. Gabin Goubi. Gabin, bonjour. Bonjour Rivaïs Balogun et bonjour Roland. À côté, pas Roland, mais plutôt Laurent. Laurent Toleïka, Laurent, bonjour. Rivaïs, bonjour. Et c'est bien évidemment Roland Laurent, donc il n'a pas tort de... Ah d'accord, Roland Laurent, intéressant. Ah oui. Alors Laurent, on va commencer justement par vous. En cette veille donc, de la rentrée, parce qu'on sait que demain, lundi, c'est déjà la rentrée. Est-ce que vous avez l'impression que le pari d'une année scolaire, on va dire, sans anicroche sera tenu? Bon, il faut déjà reconnaître qu'il y aura une année scolaire sans anicroche parce que la grève est limitée à 10 jours, donc on ne peut pas craindre assez de grève au cours de l'année. Ouais. Seulement, ce qu'il faut craindre, est-ce que les parents sont prêts? Est-ce qu'il y a assez de moyens? C'est vrai que d'autres communes sont sous l'eau et donc déjà au niveau de la reprise, ça va être un peu difficile, notamment les communes du Mono et bien évidemment au niveau de l'Atlantique, Soava et autres, ces communes sont sous l'eau. Donc il y a déjà ce problème qui se pose. On se demande si ces enfants pourront vraiment retrouver le chemin des classes. Mais en dehors de ça, quand je parle de la rentrée de demain, c'est que je pense aux parents, je pense aux enfants. Les parents qui n'ont pas les moyens. Donc n'oubliez pas qu'au cours de cette crise sanitaire de la COVID-19, beaucoup d'activités ont été suspendues. Les manifestations festives qui sont suspendues, j'ai surpris en tout cas le message d'un acteur de ce domaine qui se plaignait. C'est vrai que le gouvernement a prévu accompagner les artisans, faire un recensement pour accompagner les artisans, mais tous ceux qui sont dans les activités liées au spectacle ne sont pas pour autant des gens qui sont régulièrement enregistrés, donc qui n'auront pas peut-être pas de subvention d'accompagnement de l'État. Donc à ce niveau, un problème se pose. Et donc, c'est le véritable problème qui se pose actuellement. Sinon, concernant une année sans anicroche, sans grève, je crois que le problème est déjà réglé par le gouvernement à travers les réformes qui ont eu lieu depuis 2016. Le véritable problème maintenant, ce qu'on doit se demander, est-ce que tous les parents ont les moyens, sont prêts pour envoyer leurs enfants à l'école lundi matin? Vous êtes prêt? Moi, je suis prêt parce que j'ai la chance, moi, d'avoir un travail salarié et de pouvoir être sûr que mes enfants iront à l'école. Quand bien même, c'est vrai qu'à ce niveau aussi, j'ai des difficultés parce qu'il y a que... Ça ne suffit jamais. Ça ne suffit jamais parce qu'il y a même d'autres problèmes liés à tout ce que nous faisons. Donc, moi, c'est mon cas, ça. Mais d'autres parents qui n'ont pas un travail salarié, qui sont des artisans qui ne sont pas enregistrés, qui n'auront pas l'accompagnement de l'État, qui sont dans les activités de location de bâches, location de sonorisation, de chaises, ceux qui font les services traiteurs, tous ceux-là dont les activités sont ralenties. Donc, je parle de ces personnes-là. Alors, Gabin, voilà, le constat fait par Roland Laurent. Vous, quel est votre constat par rapport à cette reprise? Bon, écoutez, c'est vrai que la rentrée, ça n'a pas commencé, ça ne va pas commencer demain. On est habitué déjà, chaque année, c'est pratiquement les mêmes problèmes qui viennent. Les parents, tout le monde n'est jamais prêt au même moment. N'est jamais prêt au même moment. Ceux qui ont un peu le sens d'anticipation, le sens de la prévention, ceux qui prennent leurs dispositions un peu plus tôt, je pense que ceux-là s'en sortent mieux. Donc c'est une question de planification, c'est une question de programmation. Bon, le souhait évidemment, c'est que tout le monde puisse trouver les moyens, au moins le minimum, pour pouvoir inscrire les enfants. À défaut de libérer dès demain les frais de scolarité pour l'année, au moins qu'on paye les frais de réinscription, les frais d'inscription pour les nouveaux. Et concernant l'effectivité de la rentrée, c'est vrai que je n'ai aucun doute là-dessus. Vous savez, les partenaires sociaux et le gouvernement se sont retrouvés déjà le vendredi surpassé, même avant-hier à l'Infosec, ils ont discuté, ils ont levé ce qu'on peut appeler les goulots d'étranglement qui sont liés à la rentrée. Et on se réjouit déjà de ce que les principales conditions qui habituellement déblaient le chemin, facilitent un peu l'effectivité de la rentrée sont déjà réglées. La question des primes de rentrée qui ont été libérées et la question également des journées pédagogiques qui ont été organisées. Donc je trouve que c'est déjà bon que le gouvernement, depuis l'avènement du président Patrice Talon, il faut le souligner, n'ait pas eu ce problème-là avec les enseignants. Et pour le reste, pour la stabilité au cours de l'année, je n'ai aucun doute là-dessus. Le confrère Laurent Roland l'a souligné. Le problème des grèves est déjà réglé. Et depuis au moins 2018, vous avez vu, ça se ressent sur les résultats issus de nos différents examens. Et ça, c'est tant bien pour l'école béninoise. Alors vous évoquez si bien
Vous voulez réagir? Je pense que pour la question de la satisfaction des doléances des travailleurs, je crois que tout n'est pas réglé. Parce Justement, que tout n'est pas réglé parce que vous parlez de primes aux enseignants, primes de l'activité pédagogique, d'accord, mais ça a été payé juste à une infime partie des enseignants. N'oubliez pas qu'il y a la question des aspirants qui sont là, des aspirants qui sont payés 7 mois sur 9 mois, sur 9 mois, des aspirants qui en fait ont la plus grosse masse salariale, qui ne sont pas bien traités. J'estime qu'à ce niveau, c'est une discrimination et qu'il faut régler aussi ce problème-là pour permettre à ce que ces aspirants puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Écoutez, et le problème des aspirants, ça ne date pas d'aujourd'hui. Dès que le gouvernement s'est lancé dans cette aventure-là, on a quand même un peu comme l'impression que le gouvernement, en tout cas pour le moment, ne veut pas s'intéresser à ça. Le gouvernement n'a pas les moyens. La question a été faite. Laurent le dit clairement, c'est cette masse-là. Vous êtes des finances pour savoir que nous n'avons pas les moyens. Non, c'est ce que le gouvernement dit. Qu'on a reçue, on a posé la question. Mais on constate quand même que ces aspirants sont la plus grosse, c'est eux qui font le plus gros boulot. Bien sûr, et puis au-delà même de ça, le personnel enseignant constitue la majorité du personnel de la fonction publique. Et puis, c'est pourquoi quand les gens parlent de problèmes qui reviennent chaque année comme des serpents de mer, comme le problème du relèvement de l'indice salarial. Vous savez, ça vous ajoutez 100 francs au salaire d'un enseignant. A priori, on ne perçoit pas ce que ça peut engendrer pour l'État. Donc, je pense que le gouvernement, c'est des questions vraiment pertinentes qu'on peut poser également. C'est l'occasion pour eux de réfléchir autour pour voir dans quelle mesure on peut soulager ceux-là, parce que vous travaillez, vous faites 9 mois, les gens sont 12 mois, tout ça. Bon, le gouvernement verra quand même. Je pense que les réflexions seraient en train d'être menées sur ce plan-là pour voir ce qu'il y a à faire de ces aspirants, surtout qu'il y a certains parmi eux également qui sont laissés sur le carreau dans la base de données qui ne sont pas prises en compte, alors que des recrutements ont été encore lancés, même si les modules dans lesquels ils devraient former ne sont pas encore disponibles. Alors au-delà de tout cela, il y a quand même la question, l'enjeu sanitaire qui se pose. On sait que nous sommes dans un contexte sanitaire un peu lié au Covid-19, et puis ce qui est quand même extraordinaire, si on va le dire ainsi, c'est que l'année dernière, le gouvernement a pris des mesures au moins pour préparer la rentrée. On a eu des distributions de masques aux élèves dans presque tous les établissements du Bénin, mais cette année, on n'a rien constaté de ce genre-là. Oui, ça peut se justifier dans la mesure où le gouvernement travaille à ce que tout le monde aille se faire vacciner. On estime que quand on est vacciné, d'abord on se protège, on protège les autres, et puis on est à l'abri des formes graves. Et donc, de ce point de vue, le gouvernement, en ne mettant peut-être pas les moyens, en tout cas les dispositifs de lavage des mains, les masques à la disposition des enfants et à la disposition des écoles, c'est peut-être une manière de vous dire, on ne vous fera plus ça, allez vous faire vacciner. Donc, moi, j'estime que ça s'explique. Mais ça pose un problème. Même si on est vacciné, il faut quand même porter le masque. Il faut toujours porter le masque, mais une fois que tout le monde se fera vacciner, c'est que dans une certaine mesure, notamment les enseignants, c'est recommandé que les enseignants ensemble aillent se faire vacciner. Donc ça pourrait nous mettre à l'abri des cas graves, des formes graves. Bon, maintenant, c'est vrai que, comme vous le dites si bien, c'est utile de mettre à la disposition de nos enfants les masques, parce qu'il y a peut-être de ces parents qui ne se seront pas fait vacciner et qui évidemment seront exposés, parce que les enfants étant des porteurs sains, ils peuvent contracter le mal à l'école, aller contaminer les parents à la maison et bonjour les dégâts. Donc je crois qu'à ce niveau aussi, maintenant, est-ce que c'est le gouvernement seul qui va le faire chaque fois? Il faut aussi que... C'est d'abord de la responsabilité du gouvernement. C'est de la responsabilité du gouvernement, mais on ne va pas tout le temps attendre l'État, parce que l'État a beaucoup de priorités. Et tout dépend des priorités de l'État. Aux parents de prendre les dispositions, de mettre à disposition de leurs enfants des masques, bien évidemment. Et les associations, les ONG qui sont là, qui ont les moyens, les partenaires techniques qui ont certainement les moyens, c'est à ceux-là peut-être qu'il faut faire appel maintenant pour qu'ils puissent mettre à la disposition de nos écoles des masques. Autrement, si on doit tout le temps attendre les enseignants, le gouvernement, on peut être surpris de la hausse de la contamination dans notre pays, et ce serait dommage pour nous. Alors Gabin, Laurent l'a dit tout à l'heure, il est fortement recommandé aux enseignants de se faire vacciner, mais on sait quand même que des doutes persistent encore autour de cette vaccination-là. Et avez-vous l'impression que le défi sanitaire de l'heure aujourd'hui, que les enseignants, même les apprenants ainsi que leurs parents, sont conscients de ce défi-là? Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de doutes, vous l'avez souligné, à propos des vaccins, mais je pense que la raison doit prévaloir. La raison et le bon sens doivent prévaloir toutes choses. Aujourd'hui,
nous ne devons plus être à l'étape est-ce qu'il faut aller se vacciner, est-ce qu'il ne faut pas le faire. Je pense que le bon sens doit primer sur toute Mais c'est le bon velléité. sens aussi qui pousse les gens à être réticents. Aujourd'hui, la question est planétaire, je le reconnais. Et certains ont fait la vaccination et on a peut-être détecté qu'il y a eu des complications, d'effets secondaires par la suite. Mais l'expérience a montré aujourd'hui que quand vous vaccinez et quand vous contractez éventuellement, parce que le vaccin ne vous met pas à l'abri de la contamination, quand vous contractez le virus, vous avez plus de chances de vous en sortir que celui qui ne l'a pas vacciné. Donc moi je me dis toujours quelque chose, de deux choses. L'une, il faut toujours choisir le moindre mal dans cette situation-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'un parent responsable doit quand même aller vers la vaccination. Il y en a de même pour les enseignants. Ailleurs, des gens sont allés jusqu'à rendre obligatoire le vaccin. Comme ça a été pour le corps, le personnel médical. Parce que moi, je me suis fait vacciner, par exemple, et même si je n'étais pas d'accord au départ, je me dis, mais l'autre qui ne se vaccine pas, moi-même qui ne me suis pas vacciné, on peut se contaminer. Enfin, la contamination peut avoir lieu à tout moment. Donc, quelque part, je pense qu'il faut quand même qu'on se comporte en responsable. Aujourd'hui, on ne peut pas, l'État n'a pas les moyens, certes, de tout encadrer, de tout canaliser. Et on a pris des dispositions par rapport au personnel de la santé, ce qui est tout à fait normal parce qu'eux, ils sont plus en contact avec les patients. On n'a peut-être pas les moyens aujourd'hui de rendre obligatoire le vaccin au niveau du personnel enseignant des écoles, mais il appartient à chacun de savoir ce qu'il veut faire de sa santé. Donc j'appelle chacun à cette responsabilité-là parce que l'enseignant qui ne se vaccine pas peut contaminer les apprenants. Et vice-versa. C'est leur santé qui est en jeu. Donc dire que tel vaccin a tel problème et autres, moi je pense qu'aujourd'hui, le débat, c'est vrai que c'est en cours, mais ça a été suffisamment mené. Moi, on saurait dire que ça a été suffisamment mené. En fait, concernant la vaccination, je crois qu'il faut vraiment sensibiliser autour parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les cas de contamination, la hausse, c'est beaucoup plus dans les grandes villes, bien évidemment. Alors, nous commençons l'école et donc les enseignants, peut-être qui sont venus en vacances dans les grandes villes, peut-être sont porteurs de ce virus inconsciemment, peut-être retournent dans nos contrées les plus éloignées. Et donc, bonjour les dégâts. Donc, alors que dans ces milieux, déjà, le respect des gestes barrières pose déjà problème. Donc, ne soyons pas surpris en ne faisant pas attention à cette situation que d'ici un mois, on commence une recrudescence dans toutes les localités du Bénin. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler à la sensibilisation sur la vaccination, mais bien évidemment, accentuer le travail sur la sensibilisation pour le reste, le respect des gestes barrières. C'est vrai que les écoles nous diront qu'elles n'ont pas assez de moyens, mais quand même, au moins... Surtout les établissements privés. Des dispositifs pour le lavage systématique des mains, le port de masque. Je pense que s'ils exigent, les parents payer des masques à leurs enfants, ça va dans leur intérêt, tout au moins. À défaut d'aller vers la vaccination, je pense qu'on peut tout au moins insister sur le respect des gestes barrières. Et vous parlez si bien de la question de la vaccination, et je me dis, vous l'avez dit, on n'a pas suffisamment sensibilisé. On a l'impression que la sensibilisation s'arrête dans les métropoles. Ceux qui sont dans les villages les plus reculés, est-ce qu'ils ont l'information qu'il faut se vacciner? Est-ce qu'il y a assez de centres disponibles? Parce que cette question, elle est récurrente. On ne peut pas atteindre l'immunité collective aujourd'hui sans permettre à celui qui est très loin dans Toumi de pouvoir se faire vacciner. Non, le problème qui se pose déjà d'abord, c'est dans nos localités, en tout cas éloignées, ceux-là qui pensent qu'avec les plantes, ils peuvent se soigner. Donc c'est d'abord ce travail qu'il faut faire pour leur rappeler que la COVID-19 n'est pas une maladie comme les autres et donc il faut faire attention. C'est à ce niveau qu'il faut d'abord faire la sensibilisation, communiquer autour des risques que nous courons en nous exposant à cette maladie. Maintenant, quand on finit de faire ça, c'est vrai, vous faites bien de le dire, il faut mettre à la disposition de toutes les localités du Bénin des centres de vaccination. C'est vrai que le gouvernement fait déjà de l'effort où dans pratiquement toutes les villes, on peut avoir toutes les communes, on peut avoir des points de vaccination, mais ne soyez pas surpris que des vieux ou bien en tout cas des parents qui sont dans des villages éloignés de ces communes refusent de se déplacer juste pour aller se faire vacciner. Donc, il va falloir à un moment donné, tel qu'on fait à un moment donné la vaccination contre la poliomyélite, tout à fait, où les gens passent dans les villages, une campagne nationale de vaccination et de passer. C'est vrai que la quantité de vaccins disponibles au Bénin ne permet pas de faire une campagne nationale, mais il faut travailler à ce que tous les acteurs qui ont accès à des services publics puissent se faire vacciner, c'est important, et ça va limiter un tant soit peu les dégâts.
Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que le confrère a dit. Il faut continuer à sensibiliser. On ne doit jamais baisser les bras. Même dans les villages, c'est vrai que tout le monde n'a pas peut-être accès aux médias, de base, la radio, la télévision. Mais il n'y a pas, honnêtement, on ne peut pas dire aujourd'hui que personne au Bénin n'est conscient de ce qu'il y a quand même. Ce mal-là qui depuis... nous sommes appelés désormais, parce que ça s'est déclenché depuis 2019. Oui. Depuis 2019, ça n'a pas reculé, bien au contraire. Et chaque fois qu'on essaye d'endiguer sa propagation, il y a d'autres variants qui donc nous sommes habitués à vivre désormais avec la pandémie. Oui. Et donc chaque Béninois, d'où qu'il est, doit se prendre à l'évidence qu'on n'a pas le choix désormais. Il faut s'habituer. Et par rapport à ça, il faut rester en état d'alerte. Voilà. À tout moment. Je pense aussi qu'il faut travailler à la désinformation parce que n'oubliez pas qu'il y a cette théorie complotiste, tous les débats où les gens disent qu'ils ont fait le vaccin, ils en sont morts. Bon, on va dire en griffe, hein. Oui, ça, non, ça fait on n'a pas forcément la donc il faut travailler. Oui, non, je n'approuve pas justement. Je dénonce le fait et je demande qu'il faut travailler à la désinformation. Non, je veux dire que ce n'est pas forcément une fausse information. Bon, oui, mais écoutez, sur cette question, je pense, et c'est mon avis, il n'y a pas de remède médical sans conséquence, sans effet secondaire. Oui. Et donc, même le paracétamol que vous prenez, ça dépend. Si vous avez mal à la tête et que vous le prenez, ça peut vous guérir. De la même manière, quelqu'un d'autre aura mal à la tête, prendra le paracétamol, ça peut lui créer une insuffisance rénale et ça peut l'amener à la mort. Donc, dans une certaine mesure, la grande partie est vaccinée, mais quand on regarde le nombre de personnes décédées en griffe du fait de la vaccination, est-ce qu'on est en mesure ou bien en position de dire que la vaccination tue à l'échelle planétaire? On ne saurait le dire. Donc c'est de ça qu'il est question. Il faut travailler à rappeler à nos concitoyens qu'il peut arriver qu'un produit que vous prenez, vous créez un effet secondaire et que ça vous tue. Ouais. Mais ça dépend de vous-même parce que vous devez d'abord, au préalable, essayer de voir quel est votre état de santé. Tout à fait. Et quand avant d'aller vers la vaccination. Et même au-delà de ça, quand aujourd'hui on se plaint de ce que, ce vaccin-là, il y a des suspicions autour, d'accord, mais vous êtes souffrant, vous allez dans un centre de santé, on vous fait un test, un examen pour détecter le mal dont vous souffrez, on vous prescrit des produits, on vous fait des injections, de sérum qu'on vous injecte, tout ça. Mais est-ce que nous savons la composition des matières, ce qui a permis à composer tout cela? Donc on n'a pas, on n'a même pas les moyens. Il suffit que quelqu'un dise que après le vaccin, on a pris un portable Android, on a collé à la partie, ça s'est affiché, ou bien c'est des puces qui sont distillées dedans. On est malade de ces informations. Ce que les gens appellent l'infodémie. Je pense qu'il faut transcender ça. Il y en a aujourd'hui qui continuent de croire que le sida n'existe pas, alors que le premier cas a été découvert depuis 1981. Donc il y a ce problème-là à faire, il y a ce travail-là à faire au niveau de certaines mentalités, parce que il y a certains de nos compatriotes qui m'excusent le terme, qui sont totalement bornés, qui se laissent aller seulement une fois que l'information est révélée, sans avoir eu le temps de faire l'expérience eux-mêmes. Alors on va revenir à la rentrée, on va laisser la vaccination. Après avoir abordé tous ces aspects-là, selon vous, face à tous ces défis liés notamment aux enjeux sanitaires, liés également entre autres aux questions des revendications salariales, aujourd'hui pour une rentrée scolaire apaisée et une année scolaire stable, qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis? Moi, je crois que pour une année scolaire réussie, il faut d'abord travailler à mettre en place des infrastructures scolaires de qualité à la distribution des enseignants. N'oubliez pas que dans certaines localités, quand vous regardez les salles de classe, vous vous demandez si on est au Bénin en plein 21e siècle. Il y a cette question qu'il faut régler. Il faut mettre à la disposition des écoles et des collèges des enseignants. Il y a un déficit d'enseignants. Quand bien même il y a le sous-problème de cette possibilité d'aspirana, il y a encore déficit d'enseignants dans les écoles, dans les collèges. Et donc, c'est autant de problèmes qu'il faut régler. Et n'oubliez pas aussi qu'au niveau de nos écoles, le contenu de formation, les curricula de formation, il faut revoir tout cela pour permettre à ce que notre enseignement soit adapté aux réalités qui sont les nôtres, adapté aux réalités du marché de l'emploi. Donc autant d'éléments qu'il faut régler. Et je crois qu'une fois qu'on règle, déjà le plus urgent, c'est les infrastructures, la disponibilité des enseignants, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans certaines écoles, c'est qu'on jumelle CICP ensemble, CE2 ensemble et CM2 ensemble, parce qu'il n'y a pas de salle de classe ou bien où il n'y a pas d'enseignants. Il faut régler tout ça là pour permettre à ce que des enfants puissent avoir des enseignements de qualité.
Oui, le confrère a totalement tout dit. Aujourd'hui, on ne peut pas espérer une meilleure qualité de l'enseignement s'il n'y a pas un personnel qualifié, un personnel vraiment rompu à la tâche, qui a l'expertise qu'il faut. C'est vrai qu'on a déjà réglé un peu la question de la stabilité de l'année en limitant un peu, en encadrant, je vais dire, le droit de grève, ce qui agit sur les résultats. Mais aujourd'hui, il faut travailler à trouver des infrastructures de qualité, trouver le personnel enseignant. Le gouvernement doit avoir le courage d'aller au recrutement. C'est vrai que les enseignants aussi, il y en a beaucoup qui veulent se lancer dans la carrière, mais compte tenu de la précarité de la situation des aspirants aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas se lancer dans cette aventure-là. Donc il faut que le gouvernement trouve quand même le mécanisme d'aller au recrutement pour stabiliser la condition de certains enseignants, pour les mettre en confiance, parce que c'est une fonction, il faut le dire, assez noble, et ça participe à l'éducation de ceux qui sont appelés à présider aux destinées du pays demain. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que au moins, ça c'est fait chaque année, les cantines scolaires, on sait que le gouvernement fait l'effort. C'est étendu à 700 000 enfants aujourd'hui, c'est à mettre les enfants à l'école, c'est une bonne initiative, mais au-delà de tout, il faut régler le problème des aspirants. Moi, j'insiste là-dessus, parce qu'ils sont tous... C'est une question qui est sur la table de négociation. C'est des Béninois comme les autres enseignants. Mais il faut des moyens. Non, écoutez, c'est des Béninois. Même si on ne peut pas les recruter, il faut qu'on améliore leurs conditions de travail. C'est important, parce que pour moi, c'est de la discrimination. C'est des Béninois qui travaillent au même titre que les autres. Il faut bien les traiter. On est tous d'accord là-dessus, n'est-ce pas, Gabin? Tout à fait, tout à fait. Donc, prions pour que l'État également ait les moyens. Voilà. Parce que l'État a ce souci-là de rendre notre éducation, de faire de notre système éducatif l'un des meilleurs. Oui, absolument, de la sous-région. Merci à vous, chers confrères, Gabin Goubilly et Roland Laurent Toneke. Merci d'être passé sur ces plateaux. Tout de suite, le dossier de la semaine. On parle à présent de la propriété intellectuelle et industrielle. Le Bénin tient le lead de la Commission supérieure de recours de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. De quoi retourne cette institution et quelles en sont ses prérogatives? Eh bien, on en parle juste après cet élément. Contrefaçon et plagiat sont les cas les plus fréquents de vol d'œuvres de l'esprit. Protéger sa marque est une arme déterminante pour la durée de vie d'une entreprise. La propriété intellectuelle permet aux auteurs de certifier leurs œuvres. Il y a le volet propriété littéraire et artistique, encore appelé le droit d'auteur. Et le second pendant, la propriété intellectuelle, c'est la propriété industrielle. Sous propriété industrielle, il y a un certain nombre d'actifs, les non commerciaux, les marques, les brevets d'invention, les indications géographiques. La propriété intellectuelle est protégée par la loi. Adopté en 1977, l'accord de Bangui a prévu des tests qui régissent la propriété intellectuelle. 17 pays de l'Organisation africaine de la protection intellectuelle, OAPI, sont concernés. Ce document est composé d'un certain nombre d'annexes qui régissent les différentes branches de la propriété intellectuelle. Il est prévu le régime des peines et des sanctions en cas de violation d'un actif de propriété industrielle. Pour faire valoir ses droits d'auteur, il y a des formalités à remplir pour avoir le titre de propriété. Plusieurs créateurs d'œuvres de l'esprit ne sont pas informés de leurs droits, encore moins de leurs devoirs. Une erreur qui pourrait être fatale. La marque appartient au premier qui en a fait la demande. Si vous mettez sur le marché des produits que vous ne protégez pas, quelqu'un d'autre vous devance, il va protéger la marque. Il sera en droit de vous envoyer un huissier qui vous intimera alors de vous dessaisir de la marque que vous utilisez depuis des années. Et ça vous fait perdre naturellement beaucoup de clientèle. L'auteur se définit comme toute personne physique ou morale qui crée une œuvre. Et lorsque le titulaire se voit arracher son droit, il peut faire recours aux autorités compétentes pour revendiquer. Au Bénin, le droit d'auteur est réglementé par la loi du 10 avril 2006 relative à la protection des droits d'auteur et voisins.
Et voilà, propriété intellectuelle et industrielle, que comprendre? Comment rendre ce concept tangible et palpable aux innovateurs ainsi qu'aux créateurs, aussi bien au Bénin qu'en Afrique? Eh bien, on en parle avec le président de la Commission supérieure de recours de l'OAPI, par ailleurs procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaoué, Camille Aristide Fadé. Bonjour. Bonjour, M. Balogun. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et pour m'accompagner, Rodrigue Babagbeto est également installé. Rodrigue, oui, bonjour. Balogun, bonjour. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous savoir en notre compagnie. Alors, savez-vous que d'après des études, les plus grandes entreprises dans le monde sont celles qui ont fait de l'utilisation de la propriété intellectuelle et celle de l'innovation la pierre angulaire de leur développement et de leur compétitivité? Eh bien, nous en parlerons tout à l'heure avec Aristide Fadé. Aristide Fadé, on a suivi tout à l'heure un reportage qui nous a défini ce que c'est que la propriété intellectuelle. Alors concrètement, qu'est-ce qui est protégé par la propriété intellectuelle? Merci, chers amis. Il faut peut-être repréciser ou simplifier la notion de la propriété intellectuelle pour dire tout court. La propriété intellectuelle, c'est l'appropriation par l'homme de son génie créateur. Ouais. L'appropriation par l'homme de son génie créateur. C'est-à-dire ce dont vous êtes le génie, auquel vous pouvez donner corps, qu'on vous en délivre un titre de propriété pour que vous en jouissez. Bien sûr. C'est cela en réalité. Ce n'est pas simplement d'y penser ou d'avoir le concept, il faut que cela transparaisse, il faut que cela se concrétise, se matérialise. Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez prétendre avoir un droit à jouir sur cet objet-là. Donc il ne suffit pas seulement d'avoir l'idée, mais il faut avoir le matériel, le tangible. L'idée est de libre parcours, tout le monde peut en avoir, mais c'est celui qui en a donné corps, comme le dit naissance. Et vous savez, quand on parle de la propriété intellectuelle, il faut tout de suite dire que c'est deux grandes branches. Et sinon, chaque domaine, il y a des langages appropriés. Si nous voulons parler d'une part de la propriété littéraire artistique, on doit savoir comment fonctionne cette branche de propriété intellectuelle. Et si nous voulons parler de la propriété industrielle, nous devons savoir quels sont les objets qui relèvent de cette branche-là. Et il n'y a pas d'amalgame. Ce n'est qu'en sachant avec précision l'objet dont il s'agit qu'on peut avoir la protection qu'il faut. Voilà. Et justement, vous avez évoqué deux différents aspects de la propriété intellectuelle que sont la propriété industrielle et celle littéraire et artistique. Déjà, sous la propriété industrielle, qu'est-ce qu'on place? Voilà, lorsque nous parlons de la propriété industrielle, nous venons parler des créations techniques, à savoir d'abord le brevet d'invention. Le brevet d'invention qui n'est qu'un titre de propriété sur les inventions. Et il y a des conditions qu'il faut remplir pour aller à la brevetabilité de l'objet que vous aviez inventé. Il faut le distinguer d'autres choses que abusivement nous appelons inventions qui ne sont pas des inventions. Par exemple, les découvertes ne sont pas des inventions. Parce que pour aller à la brevetabilité, il y a des conditions que cela doit remplir. Il y a bien sûr que nous devons savoir que ce qui est mis en place relève vraiment d'une invention. Le caractère inventif même de la chose, le caractère nouveau de la chose et l'application industrielle que l'on peut faire de ce que vous ne pouvez pas prétendre avoir inventé quelque chose qui ne puisse pas être fabriqué par toutes sortes d'industries. Alors, je vous permettez, ce stylo que j'ai en main, est-ce qu'on peut l'appeler une invention? Non, en fait, vous savez, quand vous avez ce stylo-là, vous allez poser d'abord la question de savoir. Est-ce que cela vient répondre à un problème technique? C'est-à-dire, pour que nous puissions parler d'invention, nous allons nous demander d'abord, est-ce que l'objet que nous avons en main vient résoudre un problème qui s'est posé dans le domaine de la technique? Et donc, il y a le caractère technique. À l'état de la technique aujourd'hui, est-ce que ce stylo n'avait jamais existé? Si cela avait déjà existé, vous n'avez pas fait une invention, vous n'avez que fait simplement une reproduction de quelque chose qui existait déjà. Pour que cela soit une invention, pour que vous soyez l'inventeur, il faudrait que le produit à l'état de la technique aujourd'hui, au jour où apparaît cette invention, que cela n'a jamais eu une existence. Et
la nouveauté dont il s'agit, cette nouveauté est appréciée de façon universelle. Cette nouveauté n'est pas simplement d'un pan du territoire, par exemple au Bénin. Ce qui est nouveau au Bénin doit l'être en tout coin du monde pour que nous puissions parler donc d'une invention. Parfait. Et donc, ce sont des subtilités qui doivent être connues pour que, bien évidemment, vous puissiez aller, comme on le dit, à la recherche donc d'un brevet sur ce que vous avez créé. Est-ce à dire que du côté de la propriété littéraire et artistique, on ne parle pas d'invention? On va parler de la création. D'accord? Et à ce niveau-là, pour que les œuvres qui relèvent de cette branche de la propriété intellectuelle, donc la propriété littéraire et artistique, qui sont essentiellement les œuvres littéraires, nous avons les œuvres littéraires et nous avons les œuvres artistiques. Par exemple, ceux qui sont les auteurs, compositeurs des morceaux, des chansons, les artistes plasticiens, ceux qui mettent en place des toiles, ceux qui mettent en place les films, d'accord, et ceux qui mettent en place, comme on le dit, des supports comme les phonogrammes et autres. Ce sont des créations, d'accord, et ils ne sont protégés que par le droit d'auteur que lorsque leur création, lorsque d'abord leurs œuvres relèvent d'une création et d'une originalité. Et ce sont des critères très, très attendus pour que vous puissiez, comme on le dit, avoir la protection par le droit d'auteur. Parce que vous pouvez avoir la protection par les droits voisins. Donc, dans cet espace de la propriété littéraire artistique, il y a deux types de protection. Il y a la protection par le droit d'auteur qui concerne les œuvres, comme on le dit, qui ont été sanctionnées par la création et une originalité, c'est-à-dire qui permet de les rattacher à leur auteur. C'est-à-dire, si vous, M. Balogun, vous aviez mis en place une œuvre artistique qui doit être protégée par le droit d'auteur, on doit pouvoir, en regardant l'œuvre, vous le rattacher à vous. Votre touche. L'originalité, c'est ce que vous avez de façon personnelle, pour ne pas dire la communion que vous avez avec votre œuvre, qui ne peut pas être confondue à d'autres personnes. Et lorsqu'on voit ça, on peut référencer l'objet pour dire ça, c'est la touche de M. Balogun. C'est ça, en réalité, tout court, l'originalité. Et donc, ceci étant, vous pouvez espérer la protection par l'auteur. Et cette forme de protection, ce qui caractérise la propriété littéraire artistique, c'est que la protection, elle est automatique. Vous n'avez pas besoin d'un formalisme. Il faudrait que l'on le sache. Ce n'est pas comme la propriété industrielle où nous avons un formalisme. Dans le droit, comme on le dit, qui est le nôtre, romano-germanique, dans l'espace francophone que nous sommes, et la particularité de la protection en matière de propriété littéraire artistique, c'est l'automaticité. Donc, la protection, elle est automatique. Dès lors que vous avez créé votre œuvre, d'accord, et que vous en êtes l'auteur, le créateur de cette œuvre-là, vous bénéficiez d'une protection automatique par le droit d'auteur, donc vous n'avez pas besoin de formalisme. Il faut le distinguer de ce qui se passe en termes d'enregistrement au niveau du bureau béninois de droit d'auteur, qui n'est que cet enregistrement vous permet donc de participer à un mécanisme de recouvrement des droits dont vous êtes bénéficiaire. Très bien. D'accord? Donc cet enregistrement permet donc de vous connaître comme donc ayant une œuvre, propriétaire titulaire d'une œuvre, d'un droit sur une œuvre, et lorsque cela est consommé ou utilisé par donc le public, que vous puissiez espérer en retour avoir donc les droits. Mais ce n'est pas cet enregistrement qui confère la protection. Non, vous avez la protection indépendamment de ça. Il faut dire que les artistes interprètes sont protégés par les droits voisins. C'est un exemple que je dis. Les producteurs de phonogrammes et autres là. Celui qui bénéficie de la protection par le droit d'auteur, c'est celui qui est créateur de l'œuvre. Alors, vous pouvez avoir créé donc l'œuvre. Il y a des gens qui permettent de connaître l'œuvre, qui rendent l'œuvre au public. Vous avez écrit un texte. Les gens peuvent donc traduire ce texte-là en poésie, d'accord, en théâtre. Alors, ceux-là ne sont que
la révélation de votre œuvre. Bien sûr. Vous en êtes auteur, vous avez la protection par le droit d'auteur, mais ceux qui s'adonnent dans leur savoir-faire à révéler l'œuvre au public sont protégés par ce qu'on appelle les droits voisins. Ok. Mais aujourd'hui, vous avez cité tout à l'heure des textes, et ces textes-là, d'une façon ou d'une autre, viennent dans la lutte, ou du moins interviennent dans la lutte contre ce qu'on peut appeler la contrefaçon aujourd'hui, qui est un mal qui mine sérieusement la propriété intellectuelle. Alors, la contrefaçon aujourd'hui au Bénin, est-elle réellement, lutte-t-on réellement contre la contrefaçon au Bénin? Oui, il faut déjà dire que les instruments de lutte contre la contrefaçon relèvent d'abord d'une loi communautaire, d'accord, qui est l'accord de Bangui. Bien sûr. N'est-ce pas? Cet édifice juridique communautaire est renforcé à l'interne par plusieurs lois. Aujourd'hui, parce que la contrefaçon n'est pas que seulement aujourd'hui au plan donc des affaires ou du commerce ou de l'entreprise. Ce n'est pas que seulement la préoccupation des titulaires de droit, c'est aussi une préoccupation gouvernementale, c'est aussi une préoccupation étatique. En ce sens-là qu'elle est devenue une infraction sous-jacente au financement du terrorisme et au blanchiment des capitaux. Et il faut même y arriver pour voir. Et c'est pour cela aujourd'hui, le législateur de Bangui, entre-temps par rapport à la répression des sanctions contre la contrefaçon, il n'était pas pour autant aussi grave qu'il a été en 2015, parce qu'il y a une révision de l'accord de Bangui en 2015. Et cette révision de l'accord de Bangui de 2015 a revu les sanctions, la répression, et l'a en quelque sorte aggravé. Pour dire en réalité que ce qui est mis en place, c'est de nature à lutter contre la contrefaçon. Et vous savez, la contrefaçon, pour se faire donc entendre lorsque vous en avez été victime, vous avez l'option, soit vous allez devant le juge civil tel que prévu par l'accord de Bangui, ou bien devant le juge pénal. Mais au plan interne, il y a une dévolution de la compétence en ce qui concerne le contentieux de la propriété industrielle au tribunal de commerce de Cotonou. Et donc la loi lui a conféré donc la compétence d'en connaître de ce contentieux-là. Mais à côté de cela, les juges répressifs sont compétents parce qu'il y a des sanctions pénales qui sont prévues. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, il faut aller à la dissuasion de ces contrefaçons-là. Et moi, je pense que lorsque vous allez devant le juge répressif et que le contrefateur peut imaginer, peut savoir, peut s'attendre à ce que, pour le sanctionner, on peut le priver de sa liberté et quelque part, il réfléchit pas deux fois. Bien sûr. Parce que c'est des gens qui brassent vraiment de l'argent, qui se font énormément de l'argent. Lorsque vous allez devant le juge commercial, vous allez être condamné à plusieurs millions d'amendes, d'accord, du moins c'est pas même d'amendes, de dommages-intérêts, d'accord, mais vous allez peut-être payer, d'accord, mais vous allez payer les mêmes choses devant le juge pénal, et vous allez encourir encore la privation de liberté. La privation de liberté. Vous permettez, M. Camille Aristide Fadé, on va parler à présent de votre présidence, parce que le Bénin tient, comme je l'ai dit, le lead désormais de la commission supérieure de recours auprès de l'OAPI. À quoi sert cette commission-là? Quel est son rôle? Merci bien. Il faut dire que c'est dans les mesures de gestion du contentieux de l'API à un niveau donné. Pour dire qu'en réalité, le contentieux de la propriété intellectuelle est bien reparti selon donc, le législateur communautaire. Il y a une partie du contentieux qui relève des compétences des tribunaux, des États membres. Le contentieux de la propriété, du titre et autres. D'accord? Il y a aussi qu'au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, le directeur général de cette organisation, intergouvernementale, qui a été investi par les États membres, du pouvoir de délivrer les titres de propriété. En ce qui concerne la propriété industrielle. Ça veut dire, dès lors que vous avez fait les formalités nécessaires pour une demande d'enregistrement de votre marque, de brevet d'invention, de dessin et modèle industriel, de modèle d'utilité, des indications géographiques ou d'importation végétale et autres, et que vous en avez donc été bénéficiaire d'un certificat qu'on vous a délivré en bonne et due forme, vous avez l'exclusivité de l'usage de votre droit, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais à partir de ce moment-là, ça peut susciter des problèmes au niveau des tiers qui en ont été informés par donc l'application qui a été faite de votre titre au
bulletin donc officiel de publication de la propriété intellectuelle, le BOPI. Alors, à partir de ce moment-là, comment est-ce que le contentieux est géré? Le directeur qui a rendu des décisions de titre, ces décisions peuvent être affrontées, n'est-ce pas? Et ces décisions sont affrontées, c'est devant lui d'abord que le contentieux administratif fait. C'est-à-dire, les gens peuvent lui demander de revenir sur la décision qu'il vient de prendre, le titre qu'il vient de délivrer. Et lorsque ce contentieux administratif se passe à ce niveau-là, le directeur général peut rendre une décision qui peut-être ne satisfait pas au demandeur. Et c'est cette décision rendue par le directeur général de l'OAPI qui est déférée à la Commission supérieure de recours, qui peut concerner une demande de radiation, bien de restauration, ou bien de refus, de rejet d'enregistrement, etc. Et alors, aujourd'hui, vous êtes le président de la dite commission béninois. Que gagne le Bénin alors? Oui, pour que nous en arrivions à ce niveau-là, cher ami, c'est d'abord que les candidatures africaines qui sont des magistrats proposées à chaque renouvellement du mandat des juges de la Commission supérieure de recours, c'est chaque 2 ans. C'est au sein de ces candidatures qu'un tirage au sort se fait. Bien sûr. Et lorsqu'on tire les juges titulaires et suppléants, ces juges vont se retrouver, les juges titulaires vont se retrouver et pour élire leur président. Oui. C'est à cette occasion que moi j'ai été élu président de la Commission supérieure de recours pour un mandat de 2 ans. 2 ans. Qu'est-ce que le Bénin y gagne? C'est d'abord que le Bénin, membre de l'OAPI, participe aujourd'hui à la gestion du contentieux au niveau de cette juridiction et en a donc la présidence. Mais avant, il faut dire que le Bénin a la présidence du conseil d'administration en cours. C'est le Bénin qui est à travers la ministre de l'Industrie du Commerce. C'est un renforcement en réalité de capacité qu'il faut envisager pour dire est-ce que cela permet d'entrevoir les formations continues, mais aussi de faire en sorte que les bourses de formation qui sont mises en place par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, par le biais de l'OAPI, qui est appuyée par le gouvernement du Japon, que ces bourses de formation qui sont essentiellement orientées vers la formation des acteurs de justice, magistrats, avocats et greffiers, et même des officiers de police judiciaire, que cela soit bien connu et rendu disponible pour qu'il y ait plus de candidatures. Plus nous allons avoir des spécialistes qui sont dans le domaine, mieux les contentieux seront gérés. Et nous allons contribuer à mettre un édifice qui permet véritablement aux titulaires de droit de jouir de leurs droits. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Très bien. Alors, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Vous avez parlé de formation tout à l'heure. Je présume que c'est l'un des chantiers sur lesquels vous comptez travailler. À part la formation, est-ce qu'il y a d'autres chantiers qui vous tiennent à cœur? Oui, quand nous parlons de formation, c'est tout en réalité. Il n'y a pas autre chose à faire que de continuer à faire en sorte que le droit soit de mise. Si vous ne révélez pas aux gens quel doit être vraiment le chemin ou l'itinéraire de marche, ils ne vont jamais comprendre comment est-ce qu'il faut faire. Vous allez avoir des créateurs, vous allez avoir des inventeurs, mais s'il n'y a pas de garantie, s'il n'y a pas des moyens de défense qu'ils connaissent pour mieux assurer la sécurité de leurs droits, il n'y aura pas vraiment de développement. Or, ce n'est pas là qu'il faut passer. Il faut aussi inviter qu'à travers ce que nous sommes en train de faire, que l'État davantage saisissent les opportunités qu'il y a, surtout que nous allons tendant vers l'industrialisation. Il faut que nous puissions recourir à toutes les formes de brevets qui sont dans le domaine public pour expérimenter la fabrication, pour expérimenter l'industrialisation. Parce que les brevets tombés dans le domaine public sont des brevets que nous pouvions donc avoir et pour nous essayer à ce qu'on peut appeler de la création, de la fabrication et de la production. Ça, c'est aussi ce que nous pouvons essayer donc de faire. De grands chantiers à l'ATIF, ou plutôt qui vous attendent, M. Camille Aristide Fadé. On vous souhaite bonne chance pour votre présidence. C'est moi. Merci beaucoup. Merci à vous, Rodrigue Baba-Brito. Merci pour avoir conduit également cet entretien. Je rappelle qu'on a parlé de la propriété intellectuelle et qu'on était avec le président de la Commission supérieure de recours de l'OAPI, Camille Aristide Fadé, qui par ailleurs est procureur de la République au tribunal de première instance de 2e classe d'Aplaroué. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche. Merci pour votre aimable attention. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.com.
wikeco.bj, mais également sur les pages Facebook de Bénin Business 24 et de Wikeco. Portez-vous bien et à dimanche prochain.